Après Fukushima, nombreux sont les pays qui se sont posé la question de l'après-nucléaire et du démantèlement de nos vieilles centrales, parfois dépassées technologiquement et pouvant devenir dangereuses. Mais les concepteurs des centrales nucléaires ont-ils réellement pris en compte l'éventualité d'un démantèlement? La question du démantèlement, ça peut paraître curieux, est une question nouvelle. Ça veut donc dire que déjà, il y a un grand problème de faisabilité technique. Le problème, c'est que même s'il n'y a plus de réacteurs et qu'on a tout arrêté, vous êtes toujours coincé avec les déchets. Et il n'y a aucune solution pour ces déchets. Il n'y en aura jamais. Nous, citoyens, on n'en veut pas. Je n'en veux pas dans l'Aube, je n'en veux pas dans la Haute-Marne, je n'en veux pas dans la Meuse, je n'en veux pas dans la région, je n'en veux pas dans la France. La Terre n'en veut pas. On ne fait pas ce projet qui est fou. C'est clair. Le nombre de risques totalement sous-estimés, non analysés et rencontrés dans les opérations de démantèlement industriel est phénoménal. Des pays comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis savent désormais que démanteler une centrale nucléaire est une opération longue et délicate. 20 ans déjà que certains s'y emploient. Les problèmes techniques s'accumulent, les risques pour l'homme et l'environnement se multiplient, et pour ne rien arranger, ces opérations de déconstruction ont un coût exorbitant. Au point qu'il faille se poser la question aujourd'hui, sommes-nous vraiment capables de démanteler nos centrales nucléaires ? La France, un des pays les plus nucléarisés au monde, a opté pour un démantèlement immédiat de ses réacteurs en fin de vie. 9 sont en cours de déconstruction sur 6 sites, pour certains depuis plus de 20 ans. Une des plus vieilles centrales nucléaires françaises en cours de démantèlement se trouve à Brennilis, en Bretagne. Donc on trouve un petit peu tout, y compris des échafaudages, des chemins de passage qui existaient du temps de l'exploitation. On trouve des tuyauteries ici de plus gros diamètre qui véhiculaient par exemple de l'eau. On trouve par exemple là ici une petite pompe. Donc là faites attention. Voici 20 ans, EDF pensait faire de Brennilis la vitrine de son savoir-faire en matière de déconstruction. Mais l'opérateur n'avait peut-être pas prévu les risques qu'il y a à démanteler une centrale nucléaire. Il faut bien voir que démanteler, ce n'est ni démonter, ni déconstruire. C'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a ces matières nucléaires et que le fonctionnement d'une centrale a fait que des choses sont devenues radioactives dans les bâtiments, etc. Mais quand on démantèle, il ne faut se préoccuper que de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple déconstruction ou un démontage. Dans le cadre d'un démantèlement, il va donc falloir démonter et stocker une à une toutes les pièces d'un puzzle complexe dont certaines resteront dangereuses des centaines de milliers d'années. La déconstruction se fait en 3 phases. La première concerne le retrait du combustible, qui après son déchargement sera conservé 2 ans en piscine de refroidissement. On procède aussi à la vidange des circuits. La phase 2 est réalisée en 2 étapes. Le démontage des locaux qui n'ont pas été en contact avec la radioactivité, puis tous les éléments proches du bloc réacteur qu'il faudra décontaminer avant de les stocker. La phase 3, enfin, la plus délicate, consiste à détruire le bloc réacteur
le plus radioactif. Alors, ces 3 phases n'ont pas des durées déterminées. Je peux vous dire que l'estimation, c'est qu'un démantèlement, ça peut prendre entre 30 et 50 ou 60 ans. Et ces diverses phases peuvent prendre des temps très longs suivant les problèmes que l'on rencontre. En Allemagne, on sait depuis des années qu'un démantèlement est un travail au long cours. Sur les bords de la mer Baltique, le démantèlement de l'énorme centrale de Lubmin dure depuis 18 ans. Nous avons ici plusieurs milliers d'employés qui connaissent ce métier. Le pilotage, la surveillance, les techniques de manipulation spécifiques au démantèlement. Le savoir-faire est déjà là. Aujourd'hui, les étapes essentielles du démantèlement, c'est-à-dire vider et énucléer les anciens bâtiments, sont pratiquement terminées. Les travaux principaux seront achevés d'ici 2 ou 3 ans. En attendant une solution de stockage définitif, les déchets très surveillés de la centrale de Lubmin sont entreposés sur place. C'est un principe de base en Allemagne d'avoir dans chaque centrale en cours de démantèlement un lieu d'entreposage. Dans d'immenses hangars sont entreposés des dizaines de générateurs de vapeur issus du démantèlement de la centrale. Des éléments fortement contaminés qui pourraient rester là plusieurs dizaines d'années en attendant que l'Allemagne trouve la bonne solution de stockage. Mais l'entreposage sur place de déchets nucléaires très contaminés ne rassure pas les écologistes. C'est le cas d'Heinz Wittmer, qui vit à quelques kilomètres de Lubmin. La présence de ces éléments radioactifs à Lubmin est en réalité définitive, car je doute fort que quelqu'un vienne les récupérer un jour. Pour nous, il est évident que Lubmin est programmé pour devenir un centre de stockage pour d'autres centrales en Allemagne. Et dès que l'occasion se présentera, elle sera saisie. Après la réunification, les déchets nucléaires de l'ex-RDA sont devenus la propriété de la RFA. Donc la question se posait et une décision devait être prise. Où mettre ces déchets? Quel est le meilleur endroit pour les traiter en attendant leur stockage définitif? On dit qu'il ne s'agit que de stockage provisoire, mais nous savons qu'ils ont demandé une autorisation de stockage sans limite de durée. Il faudrait m'expliquer quelle est la différence entre les deux. Que faire des déchets? Tous les pays nucléarisés se posent la question. Les États-Unis aussi, qui affichent pourtant le score de 14 centrales nucléaires déjà démantelées. Tout près de Wiscasset, qui se présente comme le plus beau village du Maine, les restes d'une centrale nucléaire sont encore visibles. La centrale nucléaire de Maine Yankee, née en 1972, a été démantelée entre 1997 et 2005, avec des techniques parfois expéditives. Nous étions tous placés derrière une barrière pour se tenir à distance de l'explosion. Et les gens étaient là, avec leurs bébés dans les bras ou dans des poussettes.
Et quand tout a explosé, un nuage de poussière est arrivé droit sur nous. Et je me disais, là, ils vont trop loin. Un peu trop loin. Cette méthode radicale est à l'image de toute l'histoire de Maine Yankee. Depuis sa construction, la centrale a connu de nombreux incidents. Elle a même contaminé les terres et les vaches de Ray Chadis. Et aujourd'hui, les déchets les plus radioactifs sont toujours là, à ciel ouvert. La seule mesure de sûreté aura donc été de disposer ces tonnes de déchets à vie longue de telle manière que des secours d'urgence puissent intervenir en cas de fuite radioactive, ce qui est toujours possible. Ces déchets doivent disparaître. Tout le monde ici est d'accord. Pas parce qu'ils sont dangereux, mais car leur entreposage coûte trop cher. Pour être très clair, le coût du stockage de ces déchets, qui se trouvent derrière nous, s'élève à 8 millions de dollars par an. Et ce coût est assumé par tous les habitants qui utilisent de l'électricité dans le Maine et la Nouvelle-Angleterre. Mais même si le gouvernement nous donnait de l'argent pour nous aider à assumer le coût de stockage, ça ne réglerait pas le problème principal. Comment se débarrasser de ces déchets? Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de temps vont-ils rester ici? Il est possible que ça prenne du temps. Si je devais estimer, je dirais au moins 20 ans. Probablement 35 ou 40 ans. Ou peut-être même 100 ans, je ne sais pas. Le constat est clair. Il y aura toujours plus de déchets au fur et à mesure des démantèlements des centrales nucléaires. Ces déchets sont classés selon leur taux de radioactivité et leur durée de vie. Il y a d'abord les TFA, très faible activité. Il y a ensuite les FMA, les faibles et moyennes activités à vie courte ou à vie longue. Les MAVL, moyenne activité à vie longue. Et enfin, les hautes activités à vie longue. Entre 1967 et 1969, ils ne s'embarrassent pas avec les problèmes de stockage. On balance les fûts de déchets radioactifs à la mer. En France, ce sera dans la Manche. On ne retrouvera jamais ces fûts immergés. Avec un sens aigu de la litote, le CEA jugera cette solution peu satisfaisante. Et c'est ainsi qu'en 1979 sera créée l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. La politique française de gestion des déchets, c'est de trouver une solution sûre et durable pour tous les types de déchets. Donc ça fait partie de la mission qui est confiée à l'ANDRA. Pour autant, bien sûr, nous sommes extrêmement attentifs à ce que la mise en œuvre pratique garantisse en permanence la sûreté. Et pour cela, l'ANDRA a tout pouvoir pour imposer les conditions à l'entrée des stockages, les conditions de qualité des colis, les conditions de conditionnement qui vont permettre de garantir que les déchets qu'on leur reçoit seront bien dans des conditions qui assurent leur sûreté sur toute la vie du stockage. Tous les pays du monde sont confrontés au même problème, insoluble à ce jour, du stockage des déchets les plus radioactifs. En France, l'ANDRA étudie depuis 20 ans déjà la faisabilité d'un stockage à 500 mètres de profondeur dans l'argile, un projet appelé CIGEO, et si l'on en croit le discours officiel, on ne pourrait pas faire autrement. Alors pour les déchets les plus radioactifs et à vie longue produits par l'industrie nucléaire française, des solutions de stockage en surface ne suffisent pas.
Pourquoi? Parce que ces déchets vont rester radioactifs pendant des très longues durées de temps, ça peut être des centaines de milliers d'années, et sur ces durées, on ne sait pas garantir qu'un stockage de surface gardera le confinement. C'est pourquoi la solution qui a été retenue par la France dans la loi de 2006, mais qui aussi au niveau international s'impose à tous les pays qui ont à considérer le problème, c'est le stockage en couche géologique profonde. Voilà, alors là c'est... Bon, moi j'aime bien le montrer aux visiteurs parce que quand on parle d'argile, enfin c'est le vrai nom, c'est une argilite, une roche argileuse. Mais quand on parle d'argile, le public a souvent en tête l'argile du potier ou celle des masques de beauté. Malléable. Voilà, malléable. On imagine une roche meuble, hein, voilà, molle. Alors qu'en fait, on a une véritable roche. Et cette roche, elle a 165 millions d'années. Elle s'est donc déposée en milieu marin. Toute l'eau qui était mobile en a été expulsée au cours du phénomène de sédimentation. Et on a maintenant donc une roche qui est quasiment imperméable, en tout cas à l'échelle qui nous intéresse. Et comme vous parliez de stabilité, c'est une garantie de stabilité selon vous? Ça fait partie des critères de stabilité, effectivement. Quoi. Tout est prévu, depuis l'arrivée des colis jusqu'à leur placement dans des alvéoles creusés dans l'argile. Le lieu de stockage sera stable durant des millions d'années, c'est l'ANDRA qui le dit. L'argile serait donc en passe de remplacer le sel, dont on vantait pourtant les vertus pour neutraliser la radioactivité. Voici 40 ans en Allemagne, on décide de stocker des déchets radioactifs dans une ancienne mine de sel, à 500 mètres de profondeur. Un stockage à la va comme je te pousse, dans un trou creusé dans le sel, que les Allemands vont payer très cher. Car dès 2004, la montagne bouge, l'eau s'infiltre, le sel craque et certaines parois s'effondrent. Nous sommes juste en dessous de la montagne et la pression sur les murs est énorme. On peut d'ailleurs voir que des fissures se forment. Elles sont très importantes et à intervalles réguliers. Si je mesure, il n'y a pas de résistance à 1 mètre ni à 2 mètres. On sait aujourd'hui que les fûts contiennent bien plus de plutonium que prétendu au départ, mais encore du cobalt ou du strontium. Les ouvriers passent leur temps à colmater des brèches en injectant du béton, pendant que d'autres contrôlent tous les jours le taux de radioactivité dans la mine. Une course contre le temps, car de manière inexorable, la montagne de granit qui jouxte la mine de sel exerce une énorme pression en bougeant de 10 cm par an. On a mis des poutrelles en fer et vous voyez comme elles se sont déformées en quelques années. Il y a même des fissures qui apparaissent. La radioactivité s'échappant des fûts éventrés est telle que ces déchets sont dans l'immédiat inaccessibles. Espérant les récupérer un jour, l'Allemagne continue de dépenser ici des millions d'euros. Et les autorités allemandes jouent la transparence pour regagner la confiance de la population. Des visites de citoyens sont régulièrement organisées à Haas. Il faut que la population croit à nouveau ce que dit l'État. En Allemagne, on a pris la décision d'enfouir en profondeur les déchets pour éviter le contact avec l'atmosphère pendant des milliers d'années. C'est le sujet du moment et aucun site n'existe encore dans le monde. Que ce soit du granit, du sel ou de l'argile, les experts doivent se mettre d'accord. Mais il faut commencer dès maintenant.
Malgré l'échec cuisant de Haas, un autre site d'enfouissement est en préparation à Konrad. 1000 mètres de profondeur dans une ancienne mine de fer. Avec l'objectif affiché de ne plus toucher aux déchets qui y seront stockés. Ce sera un enfouissement irréversible pour des déchets de faible ou moyenne activité à vie longue. Ce raisonnement répond à une logique. En cas de stockage des déchets en surface, nous laisserions aux générations futures l'obligation de s'en occuper. 40 km de galeries creusées à l'aide d'énormes tunneliers, le chantier de Konrad est gigantesque. Les premiers castors, les containers renfermant les déchets nucléaires, sont attendus ici dans 2 ou 3 ans. Des animations en 3D à destination du grand public montrent des manipulations de déchets essentiellement mécaniques, la sécurité des travailleurs à 1000 mètres de profondeur et l'environnement à la surface de la Terre seront préservés. Nous avons examiné et calculé les risques selon les pires scénarios. Et si on prenait le pire des scénarios, il n'y aurait pas de fuite radioactive avant au moins 300 000 ans. Et d'ici là, la radioactivité des déchets entreposés aura baissé en dessous du seuil critique. Il y a 40 ans, on nous a dit que Hasse était le meilleur endroit. Les experts, les politiques, l'industrie nucléaire, tout le monde l'a dit et s'est trompé. Nous ne sommes pas certains que dans 40, 50 ou 80 ans, on ne se soit pas trompé de nouveau. Quand on stocke des déchets nucléaires de façon à ce qu'ils ne soient plus accessibles, c'est pour moi une solution antidémocratique. Un vrai débat sur le projet d'enfouissement en grande profondeur, c'est aussi ce qu'attendent en France les habitants inquiets de la région de Bure. Pour preuve, ce débat, organisé en mai dernier dans un village proche de Bure, devant une salle pleine, un habitant de la région, Bertrand Thuillier, docteur S-Sciences et expert en sécurité, affirme que le projet de Bure comporte des risques. Les colis bitumineux, entre autres, sont prévus pour laisser échapper l'hydrogène. L'hydrogène, parlons-en un peu, ça a une fâcheuse propriété, c'est qu'en présence d'oxygène, et quand vous dépassez ce qu'on appelle une limite inférieure d'explosivité, au-delà de 4%, la moindre flamme, la moindre étincelle, ça fait péter votre espace là où il y a de l'hydrogène. Risque d'explosion, Bertrand Thuillier n'a rien inventé. Il a simplement décortiqué les 4000 pages de documents officiels de l'ANDRA. Il a ainsi noté que l'agence évoquait toute une série de problèmes, comme le risque d'incendie provoqué par exemple par un des engins qui serviront au stockage des déchets. Imaginons que cet engin est dans une galerie, on voit la difficulté, d'arrêter la ventilation sur le moment. Il faudrait déjà évacuer le personnel, il faut déjà faire en sorte d'évacuer les fumées, les matériels sensibles éventuellement. Et tout ça, ça peut prendre du temps. Et si l'incendie se développe, il est certain que là, on court à la catastrophe. Parce qu'on est dans un milieu souterrain, parce que les conditions d'accès sont plus difficiles, parce que, à moins d'avoir des équipes de secours directement sur place, on ne pourra pas intervenir directement. Disons que là, on peut arriver à une conjonction de situations qui ferait qu'on serait dans une situation vraiment très délicate.
Bon, donc là, on a les références, etc. Et on voit les incertitudes sur les résultats des simulations thermiques appliquant l'incendie d'un véhicule transportant un colis de stockage d'enrobés bitumineux. Donc on sait, ne permettent pas à ce stade de s'affranchir du risque de relâchement radioactif en cas d'incendie. Donc l'incendie peut provoquer des fuites radioactives. Voilà. Et grosso modo, c'est ce qui est écrit. Exactement. L'ANDRA aurait donc écrit en substance « Ce stockage est dangereux, mais on va le faire quand même ». L'investissement humain et surtout financier déjà réalisé, près d'1 milliard d'euros, est tel que l'abandon du projet n'est pas envisageable. En l'absence de sites de stockage de déchets, on peut se retrouver dans des situations aberrantes. C'est le cas aux États-Unis, dans le Vermont. Intergy, propriétaire de la centrale Vermont Yankee, a décidé de prolonger la vie de son installation qui a déjà 40 ans. Et ce, alors que chacun s'attendait à la mise à l'arrêt de cette centrale, qui est du même type que celle de Fukushima. Pour nous, tant que le réacteur continue de fonctionner, il devient plus dangereux chaque jour. Il est vieux, il a plus de 40 ans. Il est en train de s'autodétruire. Les tuyaux sont rouillés, les fils électriques provoquent des courts-circuits. Il y a aussi des fuites dans les tours de refroidissement. C'est pour ça qu'on sent qu'il est urgent de l'arrêter. Randy Keller est avocat et l'une des figures du mouvement antinucléaire aux États-Unis. Il est de ceux qui ont convaincu le gouverneur de l'État d'exiger le démantèlement de la centrale. Mais jusqu'ici, la justice a donné raison à Intergy. Vermont Yankee ne sera donc pas démantelé tout de suite. De toute façon, il n'existe aucune solution pour ces déchets. Quel que soit l'endroit où on stocke, ça va coûter de l'argent. Et le problème que l'on rencontre, c'est que tout ce qu'on nous propose comme des solutions et que le gouvernement a bien voulu envisager en termes de traitement des déchets consiste soit à les laisser dans la cuve de combustible, très mauvaise idée, soit à les enfermer dans des barils de stockage à sec, c'est ce que vous avez vu à Main Yankee, soit à les emmener dans un dépôt géologique naturel. Et ce que nous préconisons, nous, à Beyond Nuclear, c'est de ne rien déplacer avant d'avoir trouvé l'endroit idéal pour les stocker. Et pour le moment, il n'y en a aucun. Un démantèlement se révélera beaucoup plus risqué dès que l'on va s'approcher du cœur du réacteur. À Brennilis, EDF va s'attaquer à un chantier extrêmement délicat de la phase 2 du démantèlement. Le démontage d'immenses bouteilles d'acier de 20 mètres de haut, 16 au total, dans lesquelles circulait le gaz chaud qui faisait tourner les turbines. Objectif d'EDF, démonter et découper ces échangeurs de chaleur sans les avoir décontaminés au préalable. Problème, pour Michel Marzin, qui a travaillé 25 ans dans la centrale de Brennilis, ces échangeurs sont fortement contaminés. Le combustible ici, ce sont des pastilles fritées qui sont accumulées dans des gaines. Hein. Ces gaines sont en zirconium, elles sont le plus minces possible pour que le transfert de chaleur se fasse le mieux. Et de temps en temps, défaut de fabrication ou surchauffe quelque part, elles se fissurent
et elle lâche l'uranium, les pastilles d'uranium qui sont à l'intérieur. Et donc, on retrouve du plutonium, de l'uranium, et puis, bien sûr, tous les radioéléments des produits de fission qui fichent le camp dans la circulation de CO2 et qui tournent en boucle dans ce circuit. Donc, pour vous... Donc, dans les échangeurs, il y en a. Une contamination s'est produite en exploitation, mais pas des noyaux lourds comme des noyaux de plutonium. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune caractérisation qui a été faite, et elles sont nombreuses, qui démontrent qu'il y a du plutonium. Donc tous ces déchets sont des déchets 90% très faiblement actifs et 10% sont moyennement actifs. Mais avant de les découper, il vaut mieux les décontaminer. Parce que si on les découpe directement, on va disséminer ces produits qui sont hautement radioactifs à vie longue. On va en mettre sur les murs de l'enceinte étanche. Il va falloir encore râper tout ce béton. Ça va durer une éternité et on va contaminer des gens. La stratégie adoptée à Brennilis est d'autant plus surprenante qu'à Chaux, dans les Ardennes, EDF fait tout le contraire avec les générateurs de vapeur, des éléments comparables aux échangeurs de chaleur. Donc ces 3 générateurs de vapeur ont été extraits de la caverne réacteur. Ouais. Les 2 que vous voyez ici ont été décontaminés chimiquement. C'est-à-dire qu'on a ôté quasiment toute la radioactivité qui était contenue à l'intérieur des tubes du générateur de vapeur. Ces tubes étant en contact avec le fluide primaire qui lui-même est en contact avec le combustible. Donc le but c'est de les envoyer en monobloc pour des questions d'abord de sécurité, parce que chaque découpe ça va engendrer des risques supplémentaires. Donc on les envoie en monobloc, en centre de stockage TFA à l'endroit. D'accord. Décontamination sans découpage à Chaux, découpage sans décontamination à Brennilis, avec une possible mise en danger des travailleurs. C'est ce que craint Dominique Huez, qui a travaillé durant 30 ans en tant que médecin à la centrale de Chinon, dont un réacteur est en cours de démantèlement. Ce que je sais, c'est que si c'est bien décontaminé, à la fin, ça ne le sera pas. Parce que les radiocontaminants les plus embêtants seront à l'intérieur des métaux et ressortiront. Et dès qu'on va commencer à tronçonner, à découper, à l'arc, etc., de toute façon, on va reprovoquer des vapeurs de plasma qui vont elles-mêmes supporter des radiocontaminants. Donc moi, si on me dit je découpe et je décontamine pas avant, si c'était moi là-dedans, je dirais rien. Je poserais une seule question, comment sont protégés les travailleurs? C'est tout. À Lubmin, en Allemagne, la radioprotection est un souci permanent et l'expérience acquise par les ouvriers leur permet de travailler en limitant le risque. Et parfois, ce sont des robots qui les remplacent. Le découpage sous l'eau est nécessaire parce que la radioactivité des pièces est très importante. Le découpage de ces pièces à l'air serait problématique pour leur maniement et les activités du personnel. Ici, l'eau nous protège. Nous pouvons réaliser tous ces travaux sans avoir de rayonnement ionisant élevé. L'eau contaminée sera ensuite confinée et stockée. Une grande partie du personnel de la centrale nucléaire, du temps de son exploitation, a été conservée pour le démantèlement. Des hommes qui connaissent parfaitement les lieux et leurs dangers potentiels. Le risque de contamination est ainsi réduit. En Allemagne comme ailleurs, cette transmission du savoir est essentielle après l'arrêt définitif d'une centrale nucléaire. Si on ne commence pas tout de suite le démantèlement et qu'on ne forme pas de jeunes collègues, nous serons confrontés à un problème majeur. Au fil du temps, plus personne ne connaîtra les particularités de la centrale. Il est donc indispensable de comprendre comment tout cela est structuré.
C'est un problème qui va persister si on n'assure pas l'emploi et la formation des futurs collègues dans le démantèlement. Le transfert de connaissances entre celui qui a exploité la centrale lorsqu'elle fonctionnait et celui qui va la démanteler, il est primordial. Il est primordial parce qu'il va permettre à celui qui va démanteler d'avoir la meilleure connaissance possible de l'installation et donc d'en limiter ensuite les risques. Le démantèlement immédiat, il permet aussi de répondre à cette exigence d'entreprise qui est une exigence de responsable, qui consiste à assumer les décisions prises par les générations d'aujourd'hui et de ne pas transférer aux générations futures ce démantèlement. La mémoire de l'installation, c'est un bon argument. Par contre, il faut le mettre en œuvre. Et malheureusement, quand on fait le constat aujourd'hui des centrales qui sont actuellement en démantèlement, principalement Brennilis, Chinon, Saint-Laurent, etc., on s'aperçoit qu'EDF ne met pas du tout en œuvre cette exigence de mémoire des installations dans le choix qu'elle fait financier exclusif du recours à ces prestataires. La plupart du temps, les sous-traitants ne sont pas ceux qui ont participé aux opérations d'exploitation. En réalité, donc, en France, ces ouvriers sous-traitants sont brinque-ballés d'un site à l'autre et n'en connaissent aucun. L'autre argument sur ces générations futures qu'il faudrait préserver ne tient pas non plus. La durée de vie de certains déchets fera que nos descendants porteront de toute façon le poids du nucléaire durant des centaines de milliers d'années. Sur les chantiers, les problèmes s'accumulent. Ce qu'il se passe à Brennilis en est la parfaite illustration. EDF ne s'est pas doté de personnel suffisant pour contrôler les chantiers. Et on était à 4 ou 5 strates de sous-traitance. Ceux qui étaient en bas travaillaient à l'économie. Moi, j'ai vu des vidéos où les gens avaient des aspirateurs du commerce, où ils ne savaient pas tronçonner, ils avaient le disque de la tronçonneuse en face de la tête, ils pouvaient se fendre le crâne. Il n'y avait pas de double sas de sortie de l'endroit où ils tronçonnaient. Et la dernière fois que la clé est entrée, un ouvrier est passé devant eux, il avait les gants contaminés. Et EDF n'a pas pu leur répondre, ne savait pas à quel endroit il s'était contaminé, cet ouvrier. Hélas, on ne jugera des conséquences d'un démantèlement mal maîtrisé que bien après les travaux. Car les maladies radio-induites ne se déclarent parfois que 15 ou 20 ans après l'exposition aux radiations. Ce qu'on disait aux ouvriers et à moi aussi, c'est qu'on ne devait pas se faire de soucis, que nous ne serions pas exposés à la radioactivité. Ils nous ont même dit que la radioactivité était très faible et que même s'il y en avait, le sel autour capterait cette radioactivité. Les ouvriers et moi n'avons pas remis cela en question. Nous avons fait confiance à notre employeur. Des années après avoir quitté la mine de Haas, Egbert Duranovic apprend qu'il est atteint d'une leucémie. À ce moment-là, ça a pu traverser mon esprit qu'il pouvait y avoir un lien avec ma maladie. Mais dans un état comme celui-ci, on n'est pas en mesure de raisonner. Et ce n'est que des années plus tard, lorsqu'on a reparlé de Haas dans les médias, que j'ai fait le lien. Mais cela m'a pris des années avant de pouvoir faire le rapprochement. Monsieur Duranovic a travaillé dans une mine qui n'avait pas le statut de centre de stockage. Et donc les normes de sécurité appliquées étaient celles d'une mine, pas celles de la radioactivité, comme c'est le cas aujourd'hui à Haas. Monsieur Duranovic n'a jamais porté de dosimètre. Pourtant, son employeur notait tous les jours dans un registre que Monsieur Duranovic n'était pas contaminé. En France, les ouvriers chargés du démantèlement seraient complètement déconsidérés. Conséquence,
ils ne bénéficient d'aucun suivi médical rigoureux alors qu'ils concentrent à eux seuls 80% des doses de rayonnement reçues dans les centrales nucléaires. Vous savez qu'il y a quelques années, parmi les sous-traitants, la convention collective majoritaire parmi les sous-traitants, c'était la convention collective de la métallurgie. Aujourd'hui, la convention collective majoritaire, c'est celle du nettoyage. Quand on regarde les 20 dernières années, il y a eu une dégradation considérable. Effectivement, ils ne sont pas considérés comme étant pleinement acteurs de la production d'électricité. Voilà, ils se sentent un peu rejetés. C'est pas qu'ils se sentent rejetés, c'est qu'ils sont, de fait, mis à côté, mis à part. La reconnaissance des cancers professionnels, c'est la loterie, c'est la course d'obstacles, et qu'on n'est pas bien conseillé et pas bien accompagné, plus de 50% ne sont pas reconnus alors qu'ils sont déclarés, et on peut penser qu'il faudrait multiplier d'un facteur 10 au moins tous les cancers qui pourraient être reconnus et qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'il existe un lobby nucléaire dans ce pays, qui a largement les moyens de payer les cancers professionnels, mais qui ne le veut pas le voir reconnu, parce que s'il y a des cancers professionnels reconnus, ça voudrait dire pour lui que ce risque serait humainement inacceptable. C'est stupide, même dans le raisonnement où on penserait que le programme nucléaire devrait perdurer. On retombe encore sur des blocages idéologiques. Donc oui, c'est très difficile de faire reconnaître des cancers liés au rayonnement ionisant. L'opérateur est tellement sûr de sa puissance qu'il en oublie parfois les règles. C'est le cas à Saint-Vulbas, dans l'Ain, petit village sur les bords du Rhône où est installée la centrale du Bugey. À quelques mètres se trouvent les serres de Léonard Rosen. Depuis 20 ans, cet horticulteur utilisait l'eau chaude de la centrale pour chauffer ses serres. Mais en 2010, EDF entreprend des travaux de construction d'un bâtiment d'entreposage de déchets radioactifs, le projet ICEDA. Et j'ai commencé de m'inquiéter vraiment quand ils ont commencé la construction du déchetterie nucléaire en face de chez nous, c'est-à-dire sur la limite de nos terrains qui sont... limitrophes. Voilà. Et je ne suis jamais contre le nucléaire, je ne suis pas contre l'EDF, je ne suis même pas contre les déchets nucléaires, mais je suis contre les déchets nucléaires dans mon propriété. Et nous sommes pratiquement devant notre porte. En fait, c'est un centre national d'entreposage de déchets qu'EDF veut installer là. On voit sur cette animation que tout a été prévu, y compris d'ailleurs la disparition des serres de M. Rosen. Mais dans son emballement, EDF s'est retrouvé hors la loi et le petit horticulteur a bloqué le puissant opérateur. Le chantier est aujourd'hui à l'arrêt. Le PLU qui régit cette zone autorise la centrale à fonctionner et à gérer notamment ses propres déchets. Point. Le bâtiment d'ICEDA est un bâtiment pour gérer les déchets de 9 autres centrales de toute la France. Le bâtiment était donc construit dans un but qui n'était pas celui du PLU, tout simplement. Et ce que M. Rosen a voulu faire mettre sur la place publique et finalement sanctionné par le tribunal administratif, c'est uniquement ça, à savoir que ce terrain est utilisé pour une construction qui n'est pas en conformité avec le PLU. La seule solution pour EDF serait que la municipalité de Saint-Vulbas modifie son plan local d'urbanisme, et c'est ce qui serait prévu. Car ici, on ne pourrait rien refuser à EDF.
On pense qu'il y a eu des pressions politiques, il y a eu des pressions d'EDF, il y a une manne financière que distribue EDF ici sur toute la région, non seulement sur Saint-Vulbas, mais sur beaucoup de communes environnantes, qui fait qu'à elle seule, cette manne est une pression, quoi. On emballe ça en disant, vous voyez, ça va amener 200, 250 emplois, je ne sais plus combien. Enfin bref, le chantage à l'emploi en période de chômage, c'est un argument qui porte. Donc voilà, il y a eu un revirement à 180 degrés qui est plus qu'étonnant. Lobbying outrancier, c'est aussi ce que l'on reproche dans le Vermont à Entergy. Dans une région sinistrée où les dépôts de bilan sont légion, l'opérateur américain a beau jeu d'imposer sa loi. Ils mettent en avant l'aspect économique. Ils disent que les postes qui ont été créés alimentent l'économie locale. Ils ont besoin d'acheter des matériaux dans la région, ils engagent des électriciens locaux, des plombiers, etc., en plus de tous les employés de la centrale. Ils disent toujours que l'économie du Vermont s'effondrerait s'ils partaient. En termes d'emploi, si Vermont Yankee fermait, cela aurait un impact, c'est évident. Ils emploient environ 600 personnes et 200 de ces employés viennent du Vermont. À mon sens, ils utilisent des techniques de propagande sournoise. Ils sont particulièrement généreux, par exemple avec les ONG de la région, comme les associations de soutien au SDF ou encore les banques alimentaires. Ils se sont arrangés pour que les responsables de ces associations fassent des déclarations annonçant que ce serait un désastre si Entergy disparaissait, qu'on n'arriverait jamais à remplacer les dons de Vermont Yankee. La puissance du lobby nucléaire passe aussi parfois par la propagande. En Bavière, par exemple, le propriétaire de la centrale de Niederreichbach communique sur le retour à l'herbe. La nature reprend ses droits après déconstruction. Un des 2 réacteurs de la centrale a été démantelé en 1995 et aujourd'hui, on y croise des vaches écossaises et leurs propriétaires. Ces vaches, dont la viande a été analysée, sont les plus surveillées au monde et Ludwig, qui est payé pour être là, le paysan le plus sponsorisé d'Allemagne. Je suis bien conscient d'écrire l'histoire de la centrale. Je donne une bonne image aux visiteurs qui passent en bus dans la région. Ceci n'est que de la propagande de l'industrie nucléaire. Il y a des choses bien plus dangereuses que les vaches sur ce terrain. Juste à côté, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un grand bâtiment de stockage. C'est un centre de stockage provisoire de déchets avec un permis de 40 ans. Il stocke des castors et des combustibles. Et ces déchets attendent une solution définitive qui ne viendra jamais. Sur toute la planète, aucun pays n'échappe à la question. Aura-t-on la volonté politique et les moyens de financer le démantèlement des centrales nucléaires? En France, EDF et Areva estiment qu'avec 18 milliards d'euros, ils ont suffisamment provisionné pour la déconstruction des 58 réacteurs répartis sur le territoire. Si on appliquait aux 58 réacteurs français, j'ai pas compris la hague dedans, c'est encore un autre problème. Et j'ai pas compris le militaire non plus dedans. Nous nous promènerions plutôt autour de 150 milliards. À la louche, ça peut être 120 et ça peut être 170. Dans l'état budgétaire actuel, où
nos concitoyens sont vraiment dans la difficulté, on a besoin d'argent sur le plan social, on a besoin pour faire de la relance économique, qui peut réellement penser qu'on va mettre 100 milliards ou 150 milliards pour démanteler nos centrales nucléaires? D'après mes informations, les fonds alloués au démantèlement auraient été investis en bourse. Et Entergy y aurait perdu 40% de ses fonds prévus pour le démantèlement. Donc, il est vrai que si la centrale devait fermer aujourd'hui, Entergy n'aurait pas assez d'argent pour lancer le démantèlement. En tant que citoyenne, moi je me dis, mais est-ce que réellement, un jour, on va les démanteler, ces centrales nucléaires? Voilà, voyez-vous, c'est pour moi une vraie question, parce qu'au-delà du coût, je pense qu'on n'a pas l'argent qu'il faut pour. Et je ne vois pas où on va le trouver. Dans tous les pays du monde, le démantèlement des centrales nucléaires coûtera beaucoup plus cher que prévu. La déconstruction se révèle complexe, longue, dangereuse, et la gestion des déchets reste partout un casse-tête. Faut-il donc démanteler nos centrales immédiatement? A-t-on vraiment les capacités techniques et financières de déconstruire et de stocker les déchets nucléaires en toute sécurité? Des questions essentielles, au moment où certains pays envisagent de ne plus dépendre de la seule énergie nucléaire, voire même de l'abandonner.